pour nous, c'est d'être un groupe global, avec une présence très équilibrée entre les différentes régions, entre les pays matures et les pays émergents. On a 41% du chiffre d'affaires dans les pays émergents, 59% dans les pays matures. On est très heureux de cet équilibre. Il ne fait aucun doute pour nous que le potentiel à long terme de croissance des pays émergents est là. Et dans les pays matures aussi, certains pays comme les États-Unis et certains pays d'Europe vont tirer leur épingle du jeu. Donc notre atout, je pense, c'est d'être un leader global, avec une croissance bien répartie, ce qui nous permet finalement d'aller chercher les sources de croissance où qu'elles soient. Ce qui vous préoccupera peut-être dans les prochains mois, c'est les questions de devises, quand on a vu ce qui s'est passé en Inde notamment et sur d'autres pays en Asie. Oui, on a eu l'année dernière un effet devise positif sur le résultat. Il sera négatif lors de l'année 2013-2014. Il y a la parité euro-dollar qui a l'habitude de fluctuer, et c'est vrai qu'on est sensible à cette volatilité-là, sachant qu'on a une couverture naturelle avec plus de la moitié de la dette qui est en dollars. En ce qui concerne les devises émergentes, c'est vrai que certaines d'entre elles ont eu des baisses, parfois très prononcées. La roupie indienne qui a perdu 30% de sa valeur depuis janvier, le rouble, le riyal brésilien. Donc oui, ça pourrait avoir un impact défavorable. Je pense que les variations de devises sont très accentuées par les anticipations sur l'évolution de la politique de la Fed, plus que par les déséquilibres macroéconomiques des pays émergents. Espérons qu'un peu de clarification de la part de la Fed dans les semaines qui viennent permettra de ramener un peu moins de volatilité sur le front des devises. Un sujet qui vient de faire l'actualité, c'est Accor, que vous connaissez bien, forcément, ça fait partie de vos participations. Pour ceux qui suivent le dossier depuis longtemps, ils ont en tête que Razeo, comme Colony d'ailleurs, était rentré à un cours assez élevé. En tout cas, à l'époque, ça le paraissait peut-être pas, hein, et que cet accompagnement a été difficile, puisque quand on regarde le cours de bourse sur Accor sur les dernières années, c'est une vraie catastrophe pour l'actionnaire. Aujourd'hui, comment vous réagissez déjà à ce qui s'est passé ? C'est-à-dire si on regarde les chiffres qui ont le mérite d'être objectifs, le prix auquel nous sommes rentrés chez Accor est un prix qui fait que lors de la cession d'Edenred, qui, vous vous souvenez, était un spin-off de l'accord dans lequel nous étions entrés, nous avons fait à peu près 2 fois notre investissement sur cette cession d'Edenred. Et sur la partie Accor qui reste, on est aujourd'hui légèrement au-dessus de notre prix de revient. De sorte qu'en global, si vous voulez, c'est déjà une bonne opération financière. Pour autant, on n'envisage pas de sortir maintenant d'Accor dans son activité hôtellerie, dans son activité hospitalité, parce qu'on pense qu'il reste beaucoup de choses à faire dans cette société. C'est une très très belle société qu'il faut continuer de développer. Alors on se pose la question, puisqu'on a vu, quand on voit une entreprise, c'est une entreprise du CAC 40, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Accor, une des plus belles entreprises françaises, mais on voit ce management qui change constamment. On sait très bien, vous êtes un investisseur, Razeo est un investisseur plutôt long terme sur les entreprises que vous accompagnez. On ne retrouve pas chez Accor ce côté long terme. Moi, j'ai connu, je dirais, avec ma propre expérience de journaliste, déjà 4 ou 5 présidents. Oui, alors il faut peut-être distinguer l'horizon de temps des présidents et celui de la société. Les travaux qui sont faits chez Accor, les décisions qui sont prises sont quand même des décisions qui s'inscrivent dans le long terme. Les décisions de développement dans un certain nombre de géographies, le repositionnement des marques, etc., sont toutes des décisions dans le long terme. Après, les personnes, malheureusement, ont changé, je le regrette. Je pense qu'avec Sébastien Bazin, nous avons un bon président pour Accor, quelqu'un qui connaît la société, qui est complètement engagé dans la société, qui partage une vision stratégique. Il a été quand même élu à l'unanimité du Conseil, y compris la totalité des indépendants, et avec l'approbation des fondateurs du groupe Accor. Donc il rassemble sur sa tête beaucoup d'opinions convergentes. Maintenant, il lui reste à réaliser la suite de la transformation. Oui, parce que c'est un ancien dirigeant de fonds d'investissement, plutôt spécialisé sur l'immobilier, qui effectivement exigeait un certain nombre de choses du management d'Accor, qui aujourd'hui vient à la tête. Donc quelque part, il n'a plus le droit à l'erreur, lui. Quel que soit le dirigeant, il n'avait plus le droit à l'erreur de toute façon. Voilà. Alors, on verra. Donc, en tout cas, vous vous rappelez qu'effectivement, cette participation-là, autour de 10%, c'est ça à peu près, oui. Aujourd'hui, pour l'instant, vous la gardez, il n'y a pas de cession, on va dire, à court terme. Non. Donc, vous en attendez plus. Nous sommes là et nous allons continuer de l'accompagner. Nous avons d'un côté un renchérissement de nos matériels à travers les nouvelles normalisations, les nouvelles normes et de réglementation des moteurs, pardonnez-moi.
ça surenchérit très significativement le prix de la machine. De l'autre côté, nous avons tout un plan d'action pour réduire les composants, le prix des composants d'une part, et pour réduire dès la conception le coût intrinsèque de la machine. Et notamment, nous sommes en train de développer des gammes primo-accédants, c'est-à-dire des gammes qui vont être conçues, qui seront toujours des Manitou, avec la qualité Manitou, le savoir-faire Manitou, fabriqués en France toujours, mais qui auront, je dirais, des composants qui font qu'ils seront moins chers. Aujourd'hui, sur la partie change, en tout cas euro, on n'y peut pas grand-chose, ni vous ni moi. Qu'est-ce que ça veut dire en termes industriels, en termes de stratégie, justement, pour aller prendre des marchés sur les zones où il y a les besoins de matériel Manitou? Disons que nous n'avons pas de projet de délocalisation, donc si c'était une question indirecte. Nous avons, je dirais, deux marchés, surtout un marché, où peut-être nous serons amenés à créer des lignes d'assemblage, une ligne d'assemblage, mais pour des raisons réglementaires, c'est notamment l'Amérique du Sud, le Brésil, où ce genre de pays vous met des barrières à l'entrée avec des réglementations douanières et fiscales qui font que si vous ne produisez pas localement, vous n'avez pas accès au marché. Maintenant, c'est le seul type de contexte et il ne serait pas question de délocaliser du Manitou, simplement de satisfaire à minima à des réglementations locales pour pouvoir accéder au marché. Ça pourrait être le cas de l'Inde aussi, mais je dirais, je n'appelle pas ça un changement de stratégie dans la vocation, dans l'organisation et dans les choix de make or buy, et j'appelle pas ça non plus un choix de délocalisation. Concrètement, sur les prochains mois, les prochaines années, les pays émergents, même si aujourd'hui on a beaucoup d'inquiétudes on parlait de l'Inde, il y a à nouveau des inquiétudes sur les pays émergents qui souffrent peut-être de notre situation européenne et américaine. Ça reste ces marchés-là où il y aura qui vont être le plus de croissance, qui auront le plus de croissance pour vous? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que nos produits viennent, je dirais, trouvent leur application dans des pays où justement on découvre des problématiques de coût de main-d'œuvre qui augmentent. On découvre des problèmes d'hygiène, de sécurité sur les chantiers. Je dis ça parce que, effectivement, jusqu'à un passé récent, ce genre de pays n'avait pas de problème de coût de main-d'œuvre et n'avait pas de problème de sécurité sur les chantiers. Donc, on peut porter le regard que l'on veut humainement sur ça, mais c'était une réalité. Le coût de la main-d'œuvre se renchérissant et les exigences de sécurité augmentant fortement, eh bien, nos machines vont trouver des débouchés sur ces pays-là. Et de même au niveau des agriculteurs, des marchés agricoles, où effectivement, on va de plus en plus vers une mécanisation. Donc, quelque part, je dirais oui, ces marchés ont un potentiel, même s'ils ont en tant que tels pas une croissance nationale avec un PNB qui explose. D'un point de vue comportemental, ce sont des pays qui vont consommer de plus en plus des biens d'équipement comme les nôtres.